Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. C'est une grande joie de vous accueillir ce matin pour ce webinar. Donc, je suis Thibaut Munier, cofondateur de Numberly avec Isolis Cost. Et nous avons choisi aujourd'hui d'aborder un sujet clé qui concerne le MarTech. Le MarTech, cette contraction un peu bizarre de marketing et de technologie, qui est le domaine d'activité depuis 20 ans de Numberly. Alors, il se trouve que le MarTech, c'est un peu aujourd'hui l'ébullition totale, et notamment à cause de deux points chauds que nous allons aborder aujourd'hui, le cookieless et les clean rooms. Alors, pour éclairer ces deux sujets, nous aurons l'immense plaisir de recevoir deux invités de talent et de renom, Vian Sharma. Bonjour Vian, tu es Managing Director Europe de LiveRamp, et Mathieu Lacombe. Bonjour Mathieu, Head of Digital and Media chez Danone Dairy and Plant-Based France, les produits frais donc. Messieurs, bonjour à vous deux et bienvenue à vous chez Numberly. Merci de nous accorder un peu de votre temps qui est précieux dans ces périodes qui sont toujours mouvementées et particulièrement chargées pour vos deux sociétés. Pour vous présenter très vite en quelques mots, Vian, tu es né en Inde, tu vis en France, mais tu travailles pour une société américaine qui s'est longtemps définie comme la Suisse du marketing digital. Tu parles un savant mélange d'anglais et de français, bref, tu es unique, tu es inclassable, tu es un personnage clé depuis 15 ans dans l'écosystème européen du data marketing. Tu es le meilleur ambassadeur de l'Europe, de sa complexité, de ses régulations aux États-Unis et dans la Silicon Valley. Tout l'écosystème devrait en être reconnaissant. Tu es un ami de longue date de Numberly et c'est juste un honneur de t'accueillir ce matin. Bienvenue, Vianne. Merci beaucoup Thibaut. Et Mathieu, eh bien, j'espère que Vianne me pardonnera, mais avec toi, tout est un peu plus clair. Quand on t'écoute, on devine que tu viens un peu du sud de la France, que peut-être tu aurais étudié à Toulouse, que tu es un passionné de digital, de médias, de marketing, et ce depuis de bonnes années, que tu es au cœur du réacteur de l'impressionnante transformation vers le digital et vers les nouveaux comportements de consommation alimentaire d'une des plus belles sociétés françaises, Danone. Mathieu, tu as conquis, je dois le dire, toute l'équipe de Numberly et c'est une grande chance de travailler pour toi et tes équipes. Juste mille merci à toi d'être avec nous ce matin. Pour échanger avec vous deux ce matin, j'aurai la joie d'être accompagné de deux experts de Numberly. Hélène Garès, bonjour Hélène, Bonjour. qui gère notre pôle brand retailer, et Luca Cozonis, qui est monsieur Cookiless et partenariat Second Party. Bonjour. Bienvenue à vous deux. On va donc commencer immédiatement avec, en premier lieu, cette espèce de bombe atomique hein, qui est tombée sur tout l'écosystème il y a quelques mois maintenant, en février. C'était la première de l'année, puisque bien sûr, c'est une année un peu à part. Cette bombe atomique, la première, c'est bien sûr celle que Justin Chu, qui est le VP Engineer de Google, de Chrome, a déclenché en parlant de la fin prochaine, dans 2 ans, a-t-il dit, des cookies tiers. Donc le compteur tourne depuis cette annonce. Bien sûr, on va du coup essayer de mieux comprendre aujourd'hui, quelques mois plus tard, et à 18 mois finalement de cet événement, quelles sont les conséquences pour l'écosystème de la data. Et puis, on sait en parallèle qu'un certain nombre de nouvelles réglementations en Europe et de régulations sont en train, par ailleurs, d'impacter la manière dont sont recueillis les consentements relatifs aux cookies. Bienvenue donc à tout le monde et à tous nos auditeurs qui sont particulièrement nombreux ce matin dans ce monde qui est un monde plus que jamais ou à venir, un monde cookieless. Alors pour aborder ce sujet, on ne peut pas ne pas reprendre rapidement la frise chronologique de tout ce qui se passe depuis 5 ans, un enchevêtrement d'évolutions juridiques et technologiques autour des cookies. Tout commence avec la suppression des cookies tiers dans YouTube
Évidemment, l'application du RGPD ensuite et puis le California Consumer Privacy Act qui est voté, on est en juin 2018. Safari, décide alors de bloquer tous les cookies tiers par défaut. Un peu plus tard, 1 an plus tard, Google Chrome, annonce que tous les cookies tiers sans attribut same site seront bloqués, ce qui est, une nouvelle importante à date. La CNIL choisit en juillet 2 mois plus tard, de publier ses lignes directrices sur le consentement explicite aux cookies. Et puis, en janvier 2020, Google nous annonce, comme nous venons de le voir, qu'il supprimera les cookies tiers dans un délai de 2 ans. 2 mois plus tard, Apple décide de ne pas en rester là et décide de mettre fin de son côté aux cookies tiers. Et puis vous l'avez vu, la semaine dernière, la CNIL publie les recommandations définitives du recueil du consentement aux cookies. Donc, l'histoire est en marche et pour, aborder ce sujet, des cookies, je me permets de faire une rapide, référence à une étude, importante, de l'IAB-US sur la fin des cookies tiers. Étude qui a été menée par John Deaton, qui est professeur à la Harvard Business School, que nous avons eu la chance de recevoir plusieurs fois chez Numberly. Et John, il explique dans cette étude majeure qui s'appelle The Socio-Economic Impact of Internet Tracking en février 2020. Donc, vous voyez qu'on est 1 mois seulement après l'annonce de Google. Eh bien, il fait une étude sur l'impact de cette décision, de cette annonce par Google. Cette étude, elle prouve quoi? Que c'est l'open web, hein, qui va être touché par cette décision. Donc cet open internet qu'il définit comme étant l'écosystème des publishers et des entreprises de marketing technologie qui travaillent de façon collaborative pour servir les objectifs d'acquisition de nouveaux clients et de fidélisation des marques. Cet écosystème de l'open web qui est en concurrence, nous dit John, avec Google, Amazon et Facebook, qui, eux, proposent des self-contained solutions, des solutions finalement autosuffisantes aux marques. Donc, il dit très clairement que c'est l'open Internet qui va pâtir de cette annonce qui pourrait coûter entre 32 et 39 milliards de dollars par an à partir de 2025. D'accord? Ou jusqu'à 2025, excusez-moi. Alors, ils viennent d'où ces 32 à 39 milliards? C'est des chiffres juste pour les US hein, qui sont vertigineux. Bien, il y en a 24 à 29 qui vont toucher directement les publishers, selon John Deaton, encore une fois. Sans surprise, ce sont les walled gardens, Google, Facebook et Amazon, qui vont absorber ces 24 à 29 milliards. Et puis par ailleurs, il estime qu'il y aurait entre 8 et 10 milliards de dollars par an, encore une fois, et tous les métiers et les emplois associés, bien sûr, avec ces revenus, de 8 à 10 milliards de pertes de revenus pour toutes les entreprises technologiques de l'open web, simplement pour les États-Unis. Un impact absolument majeur, donc. Et face à cela, Luca, peut-être peux-tu revenir sur les grandes solutions qui émergent? Oui, Thibaut, merci. Donc ce monde cookieless devient une réalité et elle a déjà des impacts majeurs et face à cette réalité, 3 types de réactions, émergent, se démarquent. Elles sont parfois complémentaires et il est important de les comprendre, pour savoir justement comment vous pouvez tous, réagir, dans ce nouveau monde. Les premières, elles tendent à réduire la granularité de la data au motif de protéger la vie privée et de limiter le nombre d'acteurs qui, du coup, manipulent cette data. Google en est le meilleur exemple. L'IAB, avec son TCF, participe à la même tendance. Et dans cette famille-là, se pose la question de qui met les règles, avec un GAFA ou une association, et de l'impact sur le fonctionnement actuel de ces nouvelles règles. La deuxième famille de réactions, et on va creuser ça aujourd'hui, tend à créer une transition vers un nouvel identifiant, plus persistant et pseudonymisé, partagé par l'écosystème, respectueux du consentement et de la vie privée. On va en reparler, on voit par exemple LiveRamp, de Trade Desk, l'IAB ou encore ID5 qui se démarquent. Se pose une grosse question à cet égard, c'est de la faisabilité et la pérennité d'une telle transition, qui est assez ambitieuse. Et enfin, une troisième famille,
c'est de faire autrement, passer d'un marketing à l'individu à un marketing contextuel et sémantique. Si on s'intéresse à la deuxième famille de solutions aujourd'hui avec LiveRamp, c'est pour creuser cette alternative aux cookies et essayer de comprendre quels seraient les ressorts d'une nouvelle solution. LiveRamp développe une solution qui s'appelle ATS, on va le voir. Et donc, Vianne, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus comment fonctionne cette solution et ce qu'il y a derrière donc. Oui, effectivement. Merci Lucas. En fait, juste pour remettre un petit peu en contexte le rôle de LiveRamp dans l'écosystème digital, en fait, on joue le rôle depuis une dizaine d'années d'un tiers de confiance qui permet aux annonceurs de mieux utiliser leurs propres données CRM dans l'écosystème digital avec les différentes technologies utilisées par les annonceurs. Du coup, en fait, on permet de mieux connecter la donnée CRM pour pouvoir mieux cibler et mieux mesurer l'efficacité des investissements publicitaires. Et bien évidemment, tout cet écosystème, il était basé sur cette notion de cookie tiers. Depuis 2018, ce qu'on voyait dans le marché, c'était vraiment une tendance qui allait pour cette disparition de cookies tiers, parce qu'il y a Safari d'Apple, qui était le premier en 2018 à annoncer qu'il n'y aura plus de cookies tiers qui est disponible sur leur plateforme. Et en fait, on a commencé à travailler sur cette solution LiveRamp à peu près à cette période-là parce qu'on savait que Google va être obligé de suivre un petit peu cette notion de Safari. Mais aujourd'hui, en fait, après 2 ans et demi de travail, on est assez content de pouvoir vous présenter une solution qui marche, déjà qui est live. Mais en fait, ça c'est basé sur un travail commun avec les éditeurs qui sont vraiment les garants d'accès aux consommateurs. Parce que sans les éditeurs open web, il n'y a pas forcément une fonction pour LiveRamp ou d'autres acteurs, parce que si il n'y a que 2 ou 3 acteurs principaux comme Google, Facebook, Amazon, il n'y a pas forcément besoin d'autant de technologies, autant de partenaires, mais on est convaincu que les consommateurs, ils souhaitent avoir un Open Internet gratuit pour recevoir le contenu gratuit. Et pour ça, il faut savoir gérer l'expérience consommateur, il faut savoir gérer la transparence et le consentement des consommateurs et finalement respecter que la donnée soit complètement sécurisée. On a vu une étude de Google qui est sortie il y a 6 mois qui racontait que, en fait, quand on prend un éditeur et leur inventaire sur cette notion de Safari, sans pouvoir utiliser un cookie tiers pour une audience ou pour pouvoir cibler une audience, la valeur de cet inventaire, c'était 60% en baisse versus cet même inventaire sur Chrome. Donc, en fait, aujourd'hui ou d'ici un an, quand le cookie va disparaître, les éditeurs, ils ont une vraie problématique qui est liée aux monétisations de leur propre inventaire. Parce que si on commence à avoir des baisses de 50 ou 60% de la valeur de cet inventaire, on n'arrivera pas à continuer à laisser ce contenu gratuit pour les consommateurs. Du coup, on voit une vraie tendance dans laquelle les éditeurs, ils sont en train de développer leur propre façon de créer une expérience consommateur qui a un échange de valeurs très prédéfini qui permet aux éditeurs aussi de pouvoir récolter des informations consommateurs comme un email, une adresse postale, un login, etc. Et on voit vraiment aux États-Unis une énorme vague de nouveaux expériences consommateurs sur les éditeurs qui permet aux éditeurs de collecter et connecter les identifiants consommateurs comme un email. En fait, nous, c'est qu'en fait, on a dit LiveRamp n'a pas envie d'utiliser cette donnée pour créer un propre graphe. Du coup, en fait, nous, on a changé notre positionnement. Du coup, LiveRamp est maintenant une société qui permet aux éditeurs d'avoir une infrastructure technologique qui leur permet de mieux utiliser chaque authentification qui est disponible sur les différents sites web.
Du coup, dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est qu'une personne peut venir sur un télé loisir, il se log à ce moment-là de log, en fait, LiveRamp ou la technologie LiveRamp, il convertit cet email dans un identifiant sécurisé et encrypté qui s'appelle un IDL envelope. On est derrière en partenariat avec les SSP. On a cette capacité de pouvoir utiliser cet identifiant pseudonyme pour connecter totalité de l'écosystème digital. La raison pour laquelle on travaille sur un identifiant pseudonyme et pas un email haché ou une variation de cet email haché, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas avoir un écosystème dans lequel il y a une possibilité de data leakage. Okay? Et en fait, je pense que c'est extrêmement important pour que les consommateurs ils fassent confiance à notre industrie, qu'on soit complètement transparent et qu'on assure que la donnée reste sécurisée. Et du coup, toutes ces données qui sont récoltées par les publishers sont récoltées bien identifiant via un consentement prédéfini. Cet identifiant il est converti dans un IDL qui est l'unité LiveRamp encryptée. Et derrière, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a créé une technologie qui permet aux SSP et les DSP de pouvoir parler ou utiliser cet identifiant, mais avec les encryptions complètement différentes. Donc, un SSP, on va dire Index Exchange, il envoie un IDL. Cet identifiant va être différent pour un MediaMath, va être différent pour un Trade Desk, va être différent pour un DV360. Et du coup, ça permet de complètement sécuriser la donnée des consommateurs et en même temps assurer qu'on est capable de travailler avec un identifiant qui est IDL. Et du coup, les avantages que nous on trouve dessus, c'est première, on est capable d'adresser les inventaires sur Safari et Firefox déjà. Du coup, pour les éditeurs, c'est la possibilité de gagner un peu plus de valeur pour leur inventaire. Le deuxième, pour les annonceurs, c'est vraiment de pouvoir utiliser un identifiant people-based pour pouvoir mieux gérer la pression publicitaire, de pouvoir mieux cibler leur propre audience. Et troisième, pour mieux optimiser les campagnes via une mesurabilité qui est assez forte, parce que quand vous êtes en train d'utiliser un identifiant IDL, vous êtes capable derrière de continuer la discussion avec le consommateur sur les différents domaines des éditeurs. Il y a bien évidemment, en fait, on ne pense pas que LiveRamp ou la solution LiveRamp va tout régler, mais on est parti d'un constat qui est très simple, c'est que les consommateurs, il faut qu'ils aient une transparence complète et que leurs données soient sécurisées et en même temps assurer que les éditeurs et les annonceurs ils arrivent à se connecter avec un identifiant qui n'est pas un cookie. Merci Vianne. Donc, les sites des éditeurs et les internautes sont les points de départ. Mais le succès de cette solution, si je comprends bien, repose sur 2 points clés. L'adoption de cette nouvelle monnaie d'échange qu'est l'IDL, donc l'identifiant qui est la base de votre solution d'adressabilité. Et d'autre part, la standardisation et l'interopérabilité avec l'écosystème. Alors, comment, en 2 mots, se déploie un tel écosystème pour justement amener à adopter cette nouvelle solution? Oui, en fait, LiveRamp est créé parce qu'en fait, notre fondateur, il avait cette vision que l'écosystème digital va continuer à être fragmenté parce que on a la chance de travailler dans un écosystème qui est en constante innovation. Du coup, il y a toujours des nouvelles solutions qui sont disponibles et ça fait en sorte que notre écosystème digital, il est extrêmement fragmenté et je pense que c'est pour ça qu'on parle de Martech, on parle de beaucoup de choses. Mais le rôle de LiveRamp, c'était d'assurer qu'on est capable d'aider les annonceurs à gérer cette fragmentation avec une connexion qui s'appelait LiveRamp. Mais aujourd'hui, en fait, on ne veut pas voir l'écosystème consolidé. On pense toujours que l'écosystème va continuer à fragmenter parce qu'il y a beaucoup d'investissements sur les notions de DSP, DMP, etc. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent aussi.
Du coup, on n'a pas changé notre positionnement. En fait, on travaille avec tout le monde. On a aujourd'hui à peu près 500 intégrations avec les différentes plateformes technologiques et on est en train de upgrader, on va dire, notre infrastructure, de passer de cookie tiers à un identifiant qui est IDL, du coup Identity Link de LiveRamp. Mais on va s'assurer que la totalité de l'écosystème va pouvoir se connecter à cet identifiant. Et je pense que ce réseau de partenaires LiveRamp va assurer l'adoption de notre identifiant qui s'appelle Identity Link. Très clair. Merci beaucoup, Vianne. Alors, on a quand même une question, c'est que ça c'est bien joli, cette solution, mais est-ce que, vous avez déjà quelques preuves qu'elle fonctionne? Oui, en fait, on vient de lancer une étude aux États-Unis qui est une campagne avec Fitbit qui, est, comme vous savez, en fait, une comment dire, un consumer electronics company. Et du coup, en fait, l'objectif, c'était une campagne faite de pair aux États-Unis pour Fitbit de pouvoir toucher leur propre audience dans l'écosystème digital. Et ils voulaient tester c'est quoi la valeur de cibler avec un identifiant Identity Link, du coup sans passer par le cookie, versus une audience qui est exactement la même audience, mais avec les cookies. Donc on a fait un partenariat avec Index Exchange qui nous a permis de créer cette même audience, un côté avec les cookies, l'autre côté avec un identifiant LiveRamp. Et du coup, ce qu'on voit, c'est en fait il y a beaucoup moins de déperdition parce qu'en fait on arrive à mieux gérer, comment dire, mieux gérer la pression publicitaire. On est capable de suivre un individu dans le temps et du coup, ça permet d'améliorer l'efficacité des investissements. Du coup, ils ont eu un meilleur return on ad spend de 2 fois sur les cookies, sur les audiences IDL. Ils ont vu le coût d'acquisition ou de coût baisser et ils ont vu la valeur de leur commande augmenter par 13% en utilisant un côté l'audience IDL versus une audience third party. Les deux audiences, elles étaient poussées par LiveRamp parce qu'on a toujours un graphe et on continue à faire ce qu'on faisait avec les cookies tiers. Mais c'était vraiment pour voir c'est quoi les impacts. Et on est ravis de pouvoir partager cette première expérience avec vous et je pense qu'on aura d'autres expériences à partager avec Numberly bientôt parce qu'on est en train de tester des premières campagnes sur cette solution en France avec vous, Thibaut. Merci beaucoup, Vianne. Bah oui, on a hâte d'avoir quelques chiffres européens et on est honoré de travailler avec vous, LiveRamp, sur la réplication de ce cas-là en Europe. Alors, merci, Vianne, pour ces explications, ce cas passionnant. Maintenant qu'on a vu, au fond, une solution très prometteuse d'identification qui respecte la privacy, qui pourrait permettre de surmonter, au fond, cette complexité apportée par la fin des cookies tiers, bah, il faut dire aussi que cette monnaie unique, hein, nouvelle, elle est en train de débloquer beaucoup d'autres sujets. Des sujets qui étaient là depuis longtemps. Et le premier de ces sujets, c'est les partenariats second party. C'est la capacité finalement à 2 partenaires d'interagir grâce à de la data. C'est pour ça qu'on voit un essor aussi prometteur de, au fond, l'ouverture des données des distributeurs, dont Mathieu et Hélène vont nous reparler tout de suite. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait absolument indispensable aujourd'hui d'aborder ce deuxième sujet chaud, celui des clean rooms. Et du coup, Lucas, je te passe la parole sur ce sujet-là. Merci Thibaut. Oui. Déjà, de nouveau, les partenariats autour de la data, c'est quelque chose qui est déjà réel. On le voit, ce n'est pas nous, mais c'est sur le marché. Dans toutes les industries, des alliances finalement se mettent en mouvement, que ce soit, vous l'avez vu récemment, entre Carrefour et Uber Eats, un partenariat entre de l'alimentaire et une plateforme digitale. En Belgique, un cas très intéressant. Entre deux leaders du monde bancaire et du monde des télécommunications qui s'allient pour créer un nouveau leader dans ce domaine, ou dans le domaine aérien et du tourisme, avec une alliance qui existe déjà depuis un certain temps, mais
a tendance à devenir de plus en plus pertinente, disons, autour de la data entre Air France et Accor. Pour pouvoir rendre ça possible et en fait exploiter pleinement ce potentiel de la data, ben, il faut comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui sous-tend cela. Repassons un petit peu sur la théorie, du coup la vision, avant de passer à l'action. La théorie, c'est que ce changement de paradigme autour du cookie impacte fort les différentes forces en présence. La donnée first party, la donnée propriétaire de la marque est essentielle. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Construire son patrimoine est une priorité absolue et un atout de négociation demain dans les échanges de données, mais son potentiel va toujours rester limité car son coût d'acquisition est assez élevé. La donnée tierce, la data third, qui était longtemps un pari court terme sur le marché, devient caduque par les mutations dont on a justement parlé. Et donc, la data seconde, qui résulte du partenariat entre deux acteurs, devient une nécessité et un refuge, un potentiel à exploiter, mais avec des enjeux considérables, tant il y a des besoins importants de standardisation et d'industrialisation pour passer de la précision à une véritable amplification de la logique relationnelle entre une marque et ses clients. Ça, c'était la vision. Maintenant, si on passe à l'action pour rendre ça réel, un des concepts qui se dégage, c'est la logique de clean room. D'abord, c'est quoi une clean room? Une clean room, c'est un environnement clos qui permet, au travers d'un tiers de confiance, de rapprocher des données de différentes entreprises dans un environnement sécurisé, pseudonymisé, avec une vision à l'individu et connecté à un écosystème pour justement pouvoir amplifier son CRM omnicanal en faisant levier sur la surface totale de la donnée qui est partagée. Il n'y a pas une solution pour faire ça, mais différents ingrédients qui sont nécessaires pour construire sa stratégie de partenariat et la déployer notamment au travers des différentes clean rooms qui existent, qui permettent donc de rapprocher ces différentes sources de données que vous avez construites dans votre patrimoine, des données CRM et CDP, identifier les données du partenaire qui sont pertinentes et ensuite déployer une roadmap pour aller finalement exécuter cette stratégie de partenariat seconde partie. Justement, on va voir avec Thibaut l'impact potentiel et la valeur qu'on va pouvoir aller chercher dans ces logiques de clean room. Et ensuite, on va un peu plus s'intéresser à ce qui est déjà en œuvre et qui existe dans ce panorama des clean rooms. Pour continuer, donc une clean room. Une clean room, ça permet de faire 3 grandes familles de use cases. Ces use cases qu'on va voir illustrer par la suite. Une première partie use case très importante, c'est que si la surface de données est bien plus importante, on va le voir, mais ça permet de faire d'avoir une bien meilleure connaissance de ses clients, d'avoir des insights de ses clients, par exemple, chez un partenaire qui est un retailer, et de construire des cibles pour les activer dans le temps. Le deuxième use case très important, c'est de déporter finalement son activation omnicanal en créant un CRM qui est sur cette donnée partagée et du coup en optimisant ses activations sur base de toute cette donnée partagée. Et enfin, la mesure d'impact se trouve vraiment transformée car on a une véritable mesure d'impact incrémental sur des données d'achat et sur des données finalement, comme on dit dans le jargon, close loop. Donc, on va pouvoir vraiment refermer le parcours de l'utilisateur et bien comprendre tout l'impact qu'il y a. Pour en parler, je pense que là aussi, Vienne, de par votre positionnement et votre travail depuis quelques années, vous allez pouvoir, LiveRamp peut nous donner un éclairage et j'aimerais bien peut-être que tu nous expliques d'abord en quoi les clean rooms sont peut-être une réponse à un monde fragmenté et aussi est-ce que c'est juste l'apanage de partenariats entre des marques et des distributeurs ou ça répond à d'autres besoins? Ok. En fait, pour nous, en fait, quand on a commencé à regarder cet écosystème, en fait,
ce qu'on voyait, c'est qu'il y a plus en plus d'argent, de l'investissement, il va dans ce qu'on appelle les walled gardens. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'ils ont un accès aux consommateurs qui est assez important un peu partout dans la planète. Et aujourd'hui, en fait, on a quasiment totalité du reste de l'écosystème. Donc, on peut voir ici les exemples, les telcos, les retailers, les marques, etc., qui ont quand même beaucoup de données, mais ils n'arrivent jamais à construire une vue complète de consommateur parce que un consommateur ne passe pas autant de temps avec chaque partie dans ces différents écosystèmes. On va prendre l'exemple de retailer et une marque industrielle parce que c'est plus pertinent, mais en fait, je pense que depuis historiquement, les retailers et les marques, ils ont envie de travailler ensemble parce que la valeur qu'ils créent pour le consommateur, c'est une valeur commune. Mais malheureusement, c'est la raison pour laquelle ils n'y arrivent pas à travailler ensemble, c'est une manque de confiance et ce qu'on appelle un lack of trust un peu entre les deux parties. Et du coup, si on va sur le prochain slide, Lucas, en fait, ce qu'on a essayé de faire vraiment, on a focalisé sur la partie retail CPG parce que c'était les premiers acteurs qu'on voyait venir ou qu'ils avaient ce besoin-là. Parce qu'en fait, à côté, vous avez Amazon qui a vraiment une vision complète de consommateur parce qu'ils ont créé un écosystème qui leur permet de non seulement capter la donnée quand un consommateur il est sur Amazon ou Alexa ou d'autres endroits, mais ils ont aussi cette possibilité de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe en dehors. Donc, ils sont capables de faire la monétisation de Customer Journey end-to-end, qui est quelque chose, malheureusement, qui n'existe pas pour les d'autres retailers ou les marques. Donc, nous, l'objectif qu'on s'est dit, c'est on va créer une plateforme technologique qui va avoir pour le but de créer la confiance entre les différentes parties pour pouvoir travailler sur une base commune sans perdre le contrôle de leurs données. Donc, en fait, on a mis en place, si on va sur le prochain. Alors non, je te coupe la parole, Vianne, car je voulais partager la revue de presse de cette nuit, pardon, mais puisque tu parles d'Amazon et des GAFA, il s'est passé un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le rapport du Congrès américain sur l'antitrust est enfin sorti. C'est 449 pages, vous n'avez peut-être pas eu le temps tous de le lire. 1,2 million de documents, 7 auditions, dont celle des PDG des 4 géants technologiques au milieu de cet été. Et très intéressant, ce qui ressort, c'est quoi? C'est que pour la première fois, le Congrès, donc le pouvoir politique américain, dit, je vous cite quelques extraits, des sociétés qui étaient auparavant de petites startups, challengeant le statu quo, se sont transformées en monopoles. Le mot est super fort, d'un genre que nous avions vu pour la dernière fois lors de l'ère des barons du pétrole et des manias des chemins de fer. Ces firmes ont trop de pouvoir et ce pouvoir doit être contenu et faire l'objet d'une surveillance et d'une application des lois adéquates. Notre économie et notre démocratie en dépendent. Donc, c'est des termes extrêmement forts. Le rapport recommande au Congrès de démanteler les plateformes dominantes, ouvrant éventuellement la porte à une remise en cause, ils l'écrivent, des acquisitions d'Instagram par Facebook et de YouTube par Google, mais aussi d'interdire à certaines plateformes d'opérer dans des secteurs adjacents. On sait que c'est au cœur de leur voracité, cette capacité à aller vers les secteurs adjacents. Et puis, il propose surtout un renforcement des lois antitrust pour contrer une jurisprudence. C'était un point essentiel qui les a affaiblis en les réduisant à une seule dimension, l'obtention de prix bas pour les consommateurs. L'antitrust américain, depuis des années, tant que les prix sont bas, ne pouvait rien dire, ne pouvait rien faire. C'est en train de changer. Pour l'instant, ce sont des recommandations. Tout va dépendre, bien sûr, de ce qui se passe le 4 novembre. Mais je voulais faire cette petite aparté. Donc, je vais te repasser la parole, Vianne, mais du coup, tu le dis. Non, mais c'est super bien parce qu'en fait, nous, on pense qu'il y a quand même beaucoup de pouvoir dans l'écosystème et il n'y a pas de raison que certaines sociétés sont capables de développer ces partenariats et avoir autant d'accès.
de données. Donc, en fait, nous, ce qu'on a développé, c'est une plateforme technologique en fait, qui va vraiment dans le sens de LiveRamp. Si on va sur le prochain slide, Lucas, qui permet en fait, en réalité, d'assurer aux participants dans cet écosystème que leurs données restent leurs propriétaires. Le données, il n'est jamais envoyé à une partie ou l'autre. On est toujours en train de partager une vue de données. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé différents types d'utilisateurs. Du coup, les gens qui sont là juste pour faire une simple overlap pour pouvoir faire une campagne, ou aller au-delà et travailler vraiment en détail la donnée pour un temps prédéterminé. Donc, on n'a pas la possibilité de garder la donnée aussi longtemps qu'on veut. Mais par contre, ça permet de vraiment travailler le Customer Journey en partenariat avec votre écosystème préféré. Exemple de retail CPG, c'est plutôt un retailer avec une marque industrielle. Et encore une fois, nous, on joue le rôle de tiers de confiance et on est ravis de pouvoir collaborer avec Thibaut et l'équipe Numberly pour pouvoir aider les annonceurs de mieux utiliser la plateforme pour générer les nouveaux cas d'usage et l'innovation continue. Absolument, merci Yann, c'est plaisir partagé et j'espère par les marques surtout qu'on va aider effectivement sur un aspect plus serviciel au fond à tirer tout le profit et tout le parti de ces incroyables nouvelles possibilités qui sont offertes aujourd'hui grâce à ces plateformes de type Clean Room dont nous venons de parler. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Hélène et à Mathieu parce qu'on va rentrer dans le concret. Ça suffit la théorie. Hélène et Mathieu, à vous de jouer. Super, merci beaucoup Thibaut, Vienne et Lucas pour cette première partie. Je pense qu'il nous a mieux permis de comprendre du coup le fonctionnement des clean rooms et le monde de demain sans cookies tiers. Donc parlons maintenant d'un cas concret. Transformer la stratégie d'activation des consommateurs en passant d'un plan média basé sur le cookie et la donnée tierce justement à une stratégie CRM omnicanal basée sur l'individu et grâce à de la donnée distributeur enfin accessible pour les marques. Pour en parler, du coup, on est ravis de t'avoir avec nous, Mathieu, pour que tu puisses nous raconter, du coup, la campagne Activia Mix & Go réalisée en fin d'année dernière. Mathieu, du coup, avant de rentrer dans la partie opérationnelle, est-ce que tu pourrais nous raconter quels étaient vos objectifs en amont de cette campagne et en quoi cela s'inscrit dans votre vision du precision marketing? Merci Hélène. Je suis ravi de vous présenter ce cas effectivement qu'on a réalisé ensemble et avec aussi les équipes de Vianne Numberly. Juste pour introduire peut-être la notion de précision marketing qui nous est chère chez Danone. Elle a émergé il y a 2 ans et demi à peu près. Elle a émergé dans un constat chez nous qui était celui de la manière de faire du marketing qui n'était plus la bonne. Et c'était plus la bonne parce qu'on frôlait l'overdose entre justement marketer, matraquer, massifier. On va la raconter plusieurs fois, mais du coup, il y avait une réelle prise de conscience dans l'entreprise du fait qu'à force de moyenniser les choses, moyenniser nos produits, nos messages, nos cibles, on tapait à côté en fait. Donc il a fallu prendre conscience aussi du new paradigm dans lequel on vivait tous, que la techno avait aussi permis aux gens de prendre le pouvoir et de s'exprimer. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup recentré toute notre approche autour des individus, donc on était plus dans quelque chose de passer d'une logique de B2B à H2H, beaucoup plus dans human to human, et aller écouter ce que les gens nous racontaient via la data qu'on pouvait collecter. Hein. C'est la magie, encore une fois, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc on a écouté, on a levé un peu le nez de la feuille et arrêté de regarder seulement nos consommateurs. On est allé beaucoup plus loin pour générer encore plus de pertinence, de personnalisation, de connaissances sur les individus et aussi sur nos clients. Et donc tout ça est arrivé à pouvoir acheter un produit. Une marque comme sur Activia, il va y avoir à la fois des gens qui vont l'acheter pour un historique de
j'ai plutôt des problèmes digestifs. C'est vrai qu'on a beaucoup exprimé ça dans les années passées. Il y en a qui vont acheter le produit parce qu'on y a mis des super ingrédients dessus. Il y en a qui vont l'acheter parce qu'on fait du végétal aujourd'hui sur la marque Activia. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on peut acheter un produit. Et on n'aura pas tous la même raison d'acheter. Voilà. Donc, il fallait absolument tout démoyenniser. Et en l'occurrence, le cas qu'on a monté avec vous l'an dernier sur une période, tu vas le raconter après un peu plus en détail, Hélène, sur une période de 8 semaines, la magie de ce cas, c'est qu'on a pu cocher un peu tous les objectifs qu'on avait en tête dans un cas concret de précision marketing, que sont l'impact business, qui est crucial pour nous, c'est-à-dire comment, même en étant un acteur du FMCG, on a cette capacité de raisonner comme un pure player, comme si on vendait en ligne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas sur la partie EDP, Essential Dairy and Plant-Based, sur laquelle je travaille moi. Deuxième objectif, c'était l'insight. Très important pour nous, je vous l'ai dit avant, de mieux connaître alors nos consommateurs, ça c'est sûr, mais aussi les individus d'une manière générale, nos fameuses tribus. Et 3, les user journées qu'on pouvait créer via ce dispositif-là. Et dans les user journées, moi je pense essentiellement à 2 choses. C'était 1, la gestion de l'omnicanalité. Donc, c'est quel est l'impact d'une exposition publicitaire sur une vente générée en hyper, en super, en e-com, sur tous les circuits possibles de l'enseigne avec qui nous avons travaillé. Et deuxième user journée, c'était aussi ce purchase funnel, c'est-à-dire à quel moment une exposition publicitaire contribue à générer ou pas une vente, ou à la générer plus tard en magasin. On y reviendra, mais c'est des user journées qu'on a pu travailler. Donc voilà pour résumer un peu les objectifs, Hélène. Et du coup, on a utilisé, peut-être que c'est plus concret après, effectivement la plateforme de Safe Haven de Numberly, qui nous a permis de pouvoir, avec la donnée du distributeur en question, retrouver nos tribus et en constituer des nouvelles, sous cet aspect un peu data crunching qu'on a fait au départ initialement avec vous, et ensuite elle est activée pour mesurer aussi toutes ces 8 semaines de campagne en temps réel sur de la donnée vente, et on va le voir juste après. Merci Mathieu. En effet, on va redescendre un peu plus en détail ce cas-là. Et du coup, juste avant, est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que cette nouvelle manière du coup de faire du marketing finalement a changé la relation avec les distributeurs? On le voit, hein, c'est beaucoup plus basé aussi autour de la donnée et basé autour de l'individu, comme tu en parlais. Qu'est-ce qu'un tiers de confiance vous apporte aujourd'hui dans cette nouvelle relation avec les distributeurs? Alors, j'ai pas vu en détail la slide que vous avez montrée 3 slides en arrière, mais c'était ça, exactement ça en fait. Je pense qu'il y a ce tiers de confiance, il est crucial pour poser le cadre dans la manière justement un peu de manipuler, on s'entend, je mets les gros guillemets, la data, et de l'activer ensuite. Donc, on a besoin de ce cadre-là. Donc, le cadre, vous me l'avez beaucoup apporté, Numberly, justement pour toute cette analyse data et ensuite son activation. Et après, il y a les technos, hein, il y a les tuyaux. Et ça, c'est avec toute la compliance qu'il faut autour. Et ça, c'est merci les équipes de Vian et de LiveRamp de nous avoir permis de pouvoir allier tout ça. Donc, c'est crucial et ça évite aussi, même si on est très proche de nos partenaires clients enseignes, ça évite aussi qu'on fasse un peu notre truc dans notre coin autour de ce sujet qui, vous le savez, est très important et crucial et qui doit être opéré dans des manières ultra safe. Donc, c'est crucial d'avoir des partenaires tiers de confiance au milieu pour nous accompagner sur ces sujets-là. Super. Et donc du coup, voilà, donc si on revient maintenant sur la partie un peu concrète, sur ce dispositif, on voit ici à l'écran les 4 briques qui constituent ce protocole. Donc la première, comme tu en parlais tout à l'heure, la partie segmentation, la phase en amont de data crunching qui nous a permis du coup de recréer vos tribes existantes chez un distributeur en liant ces raisons d'achat que vous aviez définies avec de la donnée de vente avérée, mais également en recréant de nouvelles tribes à partir de comportements qui ont pu être identifiés justement dans cette phase de data crunching. Une partie activation du coup à la fois sur Google DV360 et sur Facebook en simultané sur ces mêmes tribes.
Et enfin, je reviendrai sur la partie message personnalisé, mais enfin une mesure des ventes, voilà, pour vraiment finaliser ce parcours d'achat incrémental et pour pouvoir suivre les différents touchpoints sur lesquels les consommateurs ont été activés, donc de l'exposition à la vente, qu'elle soit online ou offline. Ces différentes briques, en fait, elles montrent vraiment la fluidité dans la mise en œuvre de cette campagne, à la fois dans la disponibilité de la donnée qui est nouvelle et qui est maintenant accessible pour les marques, mais à la fois aussi dans la partie data crunching pour créer les bonnes audiences et pour pouvoir les activer sur différents segments, ce qui montre aussi un pilotage vraiment intégré sur plusieurs plateformes, encore une fois, de ces mêmes individus, puisque du coup, on parle d'individus, même s'il y a différents identifiants comme ça peut être le cas, par exemple, ici sur Google et sur Facebook. Et donc, si on reparle de cette partie message, encore une fois, c'est important de rappeler que ces campagnes sont pilotées à l'individu, ce qui veut dire qu'on est capable d'afficher un seul et même message pour un groupe de cookies correspondant à un même individu. Donc ça, c'est bien pour pouvoir afficher un message cohérent pour chacune des tribes ici sur l'écosystème Google, mais aussi sur l'écosystème Facebook, puisqu'on veut montrer le même message n'importe où on arrive à retrouver ce consommateur. Donc là, ici, il y a eu un A/B test aussi qui a été mis en place, 3 messages qui ont été montrés aux différentes tribes. C'est aussi important pour pouvoir mesurer les résultats, de savoir afficher un seul et même message ou 3 messages qu'on contrôle, en tout cas aux mêmes tribes, pour éviter en tout cas un message à la fois dissonant, mais aussi pour permettre une mesure plus fiable. Et donc, si on parle maintenant de la partie accès aux données de vente, c'est un point très innovant et révolutionnaire, on peut le dire, sur ce type d'activation, puisque le fait de pouvoir piloter la campagne non plus sur des KPI médias d'engagement uniquement, mais sur de la donnée de vente online et offline, nous permet de mieux ajuster les stratégies médias, à la fois sur l'allocation du budget par plateforme, puisque du coup, là, on travaillait sur 2 plateformes, mais également d'ajuster la pression commerciale. Vous en parliez tous les 2, Vianne et Mathieu, pour trouver le juste milieu entre le coût par contact, le chiffre d'affaires généré, mais aussi pour pouvoir vraiment avoir ce bon niveau d'engagement avec vos consommateurs finaux. Et ici, ce qu'on appelle reach, pour avoir le bon niveau de reach, on ne parle pas de reach média classique où on va aller chercher du volume pour avoir du volume, mais plutôt la capacité à aller exposer les individus qui ont été identifiés au préalable dans les segments, dans la phase de data crunching, car ce sont des individus qui ont le plus de valeur à faire convertir. Donc, on va vraiment essayer d'aller toucher au maximum ces bonnes tribes qui ont été créées via de la donnée consommateur. Et d'ailleurs, donc on voit très clairement sur ce slide qu'en mettant en place ce type de dispositif, les segments qui ont été identifiés dans la phase de segmentation, ici représentent 13% de la base du distributeur. Donc on est vraiment sur des segments très précis. Mais ces 13% ont représenté 34% de l'ensemble des acheteurs sur la gamme Activia Céréales ici. Et ces 34% ont généré 44% des ventes sur la gamme durant la période. Donc l'identification des segments au préalable est super puissante puisque du coup, ça a permis de trouver les bons consommateurs et d'aller les toucher. Et au final, donc si on regarde sur la partie résultats incrémentaux, parce que donc il y a eu un groupe contrôle qui a été mis en place qui n'a pas été exposé pour vraiment pouvoir mesurer l'incrément généré par ce type de campagne et s'affranchir aussi d'un modèle d'attribution, donc vraiment regarder la différence entre des personnes qui ont été exposées et des personnes qui n'ont pas été exposées, qui se ressemblent. On peut remarquer du coup un incrément sur le taux de conversion au global qui est de quasiment 8%, ce qui est beaucoup quand on se parle de produits de grande consommation et sur un périmètre online plus offline. On voit aussi un incrément sur le nombre de visites sur le site du distributeur. Ici, il y avait une page qui était dédiée à la campagne sur le site. On voit une différence aussi sur le taux de conversion sur le e-commerce qui est de plus 22%. Donc ça, c'est aussi super intéressant puisqu'on a pu remarquer dans le parcours d'achat une vraie différence de comportement entre les acheteurs online et les acheteurs offline. Et enfin, au total, une évolution des ventes de quasiment 25%. Donc Mathieu, si on revient sur du coup les différentes étapes qui constituent ce dispositif pour cette campagne, pour vous, quels ont été les principaux apprentissages pour la suite ? Du coup, là, je vais revenir à ce que je disais au départ sur le contexte et les objectifs, hein, et là, ils étaient plutôt clairs. Donc, sur les apprentissages, pour moi, il y en a 3 qui font lien, encore une fois, avec ce que je t'ai dit au départ. Le premier, c'est sur l'impact business.
En fait, ce qui était hyper intéressant, et c'est la première fois qu'on le faisait, et je crois que c'était une des premières européennes, je sais plus Thibaut, tu nous rediras, mais le fait de opérer les 8 semaines de campagne sur un critère de vente qu'on remontait à la semaine dans une vision omnicanale en fonction de nos tribes, ça c'était une réelle première et c'est un réel apprentissage que de piloter sur ce KPI-là pour une campagne digitale et ne pas attendre les 8 semaines de campagne les bras croisés, je schématise, un bilan de fin de campagne qui nous dit qu'on a lifté de X sur les ventes. Donc ça, c'est un réel apprentissage avec pas mal de détails en plus dessus. Le deuxième, c'est le fait, qui est très associé à celui-ci aussi, la corrélation entre un KPI média et le KPI de vente. Ça aussi, on a eu pas mal d'enseignements dessus. Nous, on pilote beaucoup en tout cas sur des formats vidéo tels qu'on les a utilisés aussi ici, sur ce qu'on appelle le VCPCV, donc le coût de ma vue visible à 100%. Donc on essaie de rapprocher justement un item, enfin un KPI de vente qu'on avait encore une fois toutes les semaines. Donc ça aussi, ça a été un apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est bien sûr le user journée et cette façon de mesurer l'exposition de manière omnicanale d'un format publicitaire auprès d'individus. Donc de voir de voir à quel point après avoir été exposé, aller sur le site Drive de l'enseigne et en fait convertir sur le format, sur un circuit hyper ou super. C'était quand même de réels apprentissages pour nous dans la façon aussi d'adresser les individus. Donc voilà, je les résumerai un peu en trois, c'est-à-dire impact business, la corrélation média-vente et le user journée. Et au final, en plus, avec un impact sur les ventes qui est réel. Donc peut-être qu'il y a aussi, je ne l'ai pas redit ici, mais je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, la partie insight, donc c'est-à-dire la connaissance des tribus qu'on avait déjà identifiées nous, chez Danone, et des nouvelles tribus qu'on a identifiées avec vous et qu'on avait exposées aussi dans le cadre de cette campagne. Elles étaient de l'ordre de 2, je crois. Et ces tribus, on sait voilà, celles qui performent ou pas, et en plus, encore une fois, sur du réel, puisqu'on se parle de réels individus, et sur du business réel, puisque c'est de la vente. Merci Mathieu. Et donc du coup, quelles sont vos perspectives finalement pour demain, au-delà de cette campagne et dans votre vision du precision marketing? Alors, c'est assez large, mais je résumerai en deux gros points. Le premier, c'est comment tirer profit de ce type d'activation, mais sans que cela soit une campagnette, c'est-à-dire juste, voilà, encore une fois, c'est caricatural, mais c'est sortir de juste un coup de campagne qui dure quelques semaines et après c'est terminé. Et certes, on en tire des learnings, mais c'est comment on arrive à placer ça sur quelque chose de plus moyen long terme. Donc ça, c'est un premier enjeu pour nous sur nos marques, dans cette logique aussi de contrôle de l'omnicanalité et de l'impact des différents moyens d'activation sur une vente. Et le deuxième, c'est tirer le fil encore une fois, de cette technologie qui est aujourd'hui là, qui est très propre au digital et qui demain va l'être, et en l'occurrence en France, et ça Viviane pourra en parler mieux que moi encore, je pense, mais celle de la télé adressée notamment. Et je sais que l'équipe de LiveRamp bosse dessus aussi. Donc c'est comment on pourra, nous, acteurs du FMCG, encore mieux piloter nos investissements publicitaires sur du réel impact business et non pas que sur des méthodes de modeling ou prévisionniste ou voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus réel dans la manière de piloter nos investissements médias et au-delà du digital. Donc voilà, c'est un peu les deux grands traits qu'on est en train de tirer chez Danone. Merci beaucoup, Mathieu. Avant de passer la parole à Vianne pour, peut-être, commenter ton point sur la télé connectée, Hélène, on a une question sur le stream qui est intéressante et importante. Dans le use case Danone, comment sont recueillies les données de vente offline via les données encartées en grande distribution?
Oui, tout à fait. C'est, via, les données encartées, donc qui, regroupent la majorité des données. Donc évidemment, il y a une petite déperdition sur, les personnes, qui ne sont pas reconnues. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, faire le lien sur les encartés et donc pouvoir, réconcilier, les données online, puisque la personne est connectée et les données, offline, lorsqu'il vient faire un achat, physique en magasin avec, cette carte de fidélité. Alors, merci beaucoup. On a aussi, Luca, une question plutôt relative à la première partie. Je pense, quelles seront les possibilités de ciblage disponibles via cette solution? Je pense qu'on parle de l'IDL, uniquement du ciblage basé sur de la donnée first party, heu, du login, email sur un site. Bah, je vais commencer à répondre et surtout passer la parole à Vienne parce que ça reconnecte, avec la question sur la télé aussi. Heu, En fait, il faut sortir de ces schémas, d'avant parce que justement, il y a un nouveau paradigme donc la première réponse, c'est pas seulement la donnée first party, c'est la donnée first party et la donnée second party, puisque la donnée second party devient aussi donnée first party et c'est là tout le potentiel. On voit avec la donnée encartée chez le retailer et aussi, et surtout demain, sur tous les écosystèmes qui seront connectés via cette logique de clean room. Peut-être Vianne, tu peux compléter, mais je pense qu'il y a des potentiels bien plus larges que les sites des éditeurs. Oui, en fait, je pense que en fait, la solution, elle va effectivement, se baser sur un login parce que je pense que c'est le meilleur moment de pouvoir prendre le consentement proprement, des consommateurs. Du coup, LiveRamp, chez nous, on se base, à travailler sur cette notion de login. Je sais que c'est, une partie prise et peut-être, il y aura d'autres solutions et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres solutions qui existent dans le marché. Mais nous, on part du principe que la valeur d'investissement chez Google, Facebook, Amazon, etc., c'est lié à cette notion d'identité. Et du coup, nous, on est en train d'aider les éditeurs à avoir les mêmes capacités pour pouvoir aider les éditeurs et les annonceurs de pouvoir travailler sur leurs données first party. Sur la deuxième question de télé adressable, oui, c'est très récent en France, mais en fait, on fait ça déjà aux États-Unis depuis 2 ans. Et en fait, bizarrement, le premier cas d'usage, quoique bizarrement non, mais le premier cas d'usage, c'est vraiment la partie mesurabilité. Parce qu'en fait, quand on parle de télé adressable, l'adressabilité, c'est pas forcément lié à pouvoir cibler tout de suite. C'est d'abord mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en train de du coup, on a lancé un partenariat récemment avec un des, ouais, avec Bouygues Télécom, je peux dire, parce qu'ils ont lancé avec nous, et on va lancer d'autres qui nous permettra de proposer aux marques la possibilité de mieux comprendre c'est quoi les impacts des investissements télé sur les ventes, sur les interactions sur le site e-commerce, etc. Du coup, c'est quelque chose qu'on est en train de lancer. On a des premiers clients qui testent, mais effectivement, c'est un chantier très intéressant sur 2021. Alors merci Vianne. Concrètement, Luca et Vianne, si, imaginons que je sois un annonceur, que j'ai une DMP ou une CDP, ça a encore du sens finalement dans un monde cookieless ou bien je dois la jeter et investir dans les clean rooms? Moi, je peux prendre cette réponse parce que je peux clarifier. En fait, je pense pas que le but de Clean Room, c'est de déplacer un CDP ou un DP. Je pense que le but d'un Clean Room, vraiment, c'est d'assurer que les annonceurs, ils arrivent à faire confiance quand ils sont en train de développer les nouveaux partenariats. La façon qu'ils collectent leurs données first party, ça reste toujours valable et ça restera valable dans les années qui viennent. Mais en fait, je pense que l'utilisation de Clean Room, c'est vraiment de pouvoir mapper le customer journey quand on est en train de développer les partenariats. Et c'est ça le rôle. Merci pour cette réponse, Vianne. Je vois malheureusement qu'on est un peu au bout du temps et j'aurais, vraiment voulu vous remercier chacun d'entre vous. Je trouve qu'on a eu un échange, passionnant. Merci Vianne d'avoir, soulevé le capot. C'est pas si facile, hein, de comprendre, tout ce que vous faites et vraiment, merci d'avoir pris le temps et de la pédagogie pour essayer de nous montrer, les potentialités qu'apporte, cette solution ATS.
et derrière la plateforme Safe Haven, on voit une vraie complémentarité entre ces deux sujets, bien entendu. J'espère que toute l'audience l'a ressenti. Et puis, merci Mathieu infiniment, d'abord pour ce cas magnifique, et puis toi pour nous donner des chiffres. Sans toi, personne ne serait là. Donc, plus que jamais, c'est important de rappeler que ce sont les annonceurs et derrière les consommateurs qui font vivre le Martech et permettre ces avancées qui vont dans le sens d'une meilleure traçabilité et d'une meilleure pertinence avec moins de gaspillage. Donc merci infiniment vraiment à tous les deux. J'imagine qu'on va avoir encore beaucoup de questions et on se permettra de vous les faire passer. Moi, je voulais juste vous annoncer nos prochains rendez-vous. Dès la semaine prochaine, on a un gourou, hein, je ne sais pas comment l'appeler autrement, Padma Maban. C'est incroyable, hein, je vous le dis tout de suite, qu'il soit là. Il sera en direct de Singapour. Il est professeur de stratégie, titulaire de la chaire Unilever à l'INSEAD, longtemps à Fontainebleau, maintenant à Singapour, et il vient nous présenter son nouveau bouquin qui sort avec 3 autres gourous indiens, tous les 4, une semaine après le webinar. Donc on l'a en primeur. Ça s'appelle La rencontre du phénix et ça porte tout simplement sur comment réinventer un business. Ça fait 3 ans qu'ils bossent sur le bouquin. Ils n'avaient pas prévu le Covid. Vous pouvez imaginer que ça va être un blockbuster mondial. Donc ça sera en anglais, bien entendu. Il sera très tard pour Paddy, mais il sera avec nous. Et en plus, on aura la chance d'accueillir Estelle Giraudot, qui est Managing Director UK et Northern Europe de Club Med, et Philippe Chénieux, qui est CEO de Made.com, tous les deux basés à Londres. Ça va être un échange assez génial, je crois, pour réfléchir à comment réinventer nos business à tous. Je crois que personne n'est exclu. Et donc, on vous attend très nombreux le 14 octobre, mercredi prochain à 14h30, heure de Paris, en anglais. Un peu plus tard, mais on aura le temps d'en reparler. On reparlera d'IA. Mathieu, Vianne, le mot de la fin? En fait, je pense que merci d'abord pour l'invitation, Thibaut et l'équipe Numberly, et Mathieu, merci à toi aussi. Et en fait, mot de la fin, je pense qu'en fait, c'est extrêmement intéressant, cette notion d'adressabilité, ce qui se passe dans notre écosystème. Et on a besoin des partenaires, des annonceurs, des éditeurs pour pouvoir avancer ensemble, parce que je pense qu'il n'y a aucune société tout seul qui pourra faire la démarche suivante. Exactement. Pour moi, c'est assez similaire. On se parle d'un écosystème entier. Donc et je rajouterais aussi pas mal le mot passion. Moi, je suis passionné par tout ça. Et je pense qu'on l'est un peu tous. Voilà, et ça se ressent. Donc, restons comme ça et continuons d'avancer dans ce new paradigm. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Merci beaucoup. On n'aurait pas pu avoir mieux comme speaker. Bonne journée à tous. À très vite. Merci. Merci. Merci, bonne journée à tous.